Hi guys! J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode du podcast Time New Romance. Et aujourd'hui, un podcast un petit peu moins engagé que les 2 premiers. Voilà, j'avais besoin un petit peu de faire une pause dans ces gros sujets qui demandent beaucoup de travail, beaucoup d'études, beaucoup de recherches. On va parler des polémiques sur le BookTok. Alors prenez-vous à manger ou à boire parce qu'aujourd'hui, on va parler du tea, du très bon tea. Avant de commencer cette grande vidéo sur les différentes polémiques qui m'ont marqué, que ce soit par leur débilité ou par tout simplement le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'argument ou par le fait qu'elles soient utiles, parce que parfois des polémiques peuvent être utiles sur BookTok. Je vais déjà commencer par initier ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est le BookTok ou le Bookstagram. Le BookTok, c'est le côté littéraire de TikTok. C'est sous ce nom-là qu'on va regrouper tous les contenus qui tournent autour de la sphère littéraire sur TikTok. Et le Bookstagram, vous l'aurez compris, c'est la même chose, mais sur Instagram. C'est-à-dire que tous les contenus littéraires que l'on retrouve sur Instagram sont catégorisés comme du contenu Bookstagram. Voilà, ça c'était juste la petite mise au point pour tous ceux qui ne connaîtraient pas trop ces choses-là. Et maintenant, je vais pouvoir vous révéler les 3 polémiques que j'ai choisies pour cet épisode. Parce que oui, je pourrais pas traiter de toutes les polémiques, puis franchement, il y en a certaines où j'ai même pas envie de toucher du petit orteil, tant on pourrait me tomber sur la gueule. Donc j'en ai choisi 3. Des un petit peu hot, d'autres un petit peu moins galères à aborder, mais 3 qui sont franchement hyper intéressantes. La première, c'est les maisons d'édition qui conditionnent les services presse au nombre d'abonnés. En gros, les conditions de participation pour des programmes de partenariat des maisons d'édition. Et là-dessus, entre le moment où j'ai écrit l'épisode et aujourd'hui, il y a eu des nouveaux dramas. Donc on va split the tea 3 fois plus. La deuxième, c'est les booktokers qui deviennent auteurs et le débat sur le privilège ou le talent. Là aussi, j'ai des noms en tête et je vais les donner, puisque de toute manière, je suis pas là pour défoncer qui que ce soit, je suis juste là pour parler et donner mon avis. On me l'a pas demandé, je le sais, mais j'ai envie d'étaler mon sel un petit peu partout. Et enfin, le dernier drama qui a beaucoup secoué le BookTok cet été. Si vous ne l'avez pas vu passer, vous inquiétez pas, je vais tout vous résumer. C'est les controverses autour de romances centrées sur des nazis et pourquoi il faut en parler. Vous avez bien entendu et je pense que je peux très largement vous dire que le dernier sujet est concrètement le plus croustillant sociologiquement et sociétalement parlant. Mais commençons déjà avec le sujet des éditeurs qui demandent des abonnés pour envoyer des services presse. Déjà, faisons un petit point simple de contexte. De plus en plus de lecteurs créent leur compte BookTok ou leur compte Bookstagram. Ils le créent pour partager leur passion, pour montrer leur lecture, pour trouver aussi la communauté du BookTok ou du Boosta et se faire un petit peu leur petit cocon d'amis avec qui ils vont pouvoir parler de leur lecture, etc. Et certains créent aussi des comptes sur les réseaux sociaux autour du côté littéraire pour pouvoir accéder à des services de presse. Oui, si vous m'entendiez dire service presse, je m'en excuse, c'est un tic de langage. J'ai appris à dire service presse, mais on dit bien service de presse. Et avant d'aller plus loin, bien sûr, je vais vous éclairer sur ce qu'est un service de presse. Un service de presse, c'est un livre qui va être envoyé gratuitement à une personne dans le but de faire connaître l'œuvre. Dans la pratique, on ne peut pas demander un retour sur investissement lorsque l'on envoie un service de presse. C'est-à-dire que si moi, en tant qu'auteur, j'envoie un de mes recueils de poèmes à une personne, je n'ai pas le droit d'exiger qu'elle fasse ni story, ni chronique sur les livres que je lui envoie. Pourquoi? Tout simplement parce que à ce moment-là, lorsque j'impose des conditions, que ce soit des conditions de lecture, des conditions de création de contenu ou quoi, je demande un travail et ce travail doit être rémunéré. Donc, je suis en obligation de rémunérer la personne à qui j'envoie le livre. Voilà pour le petit point là-dessus. Donc d'un côté, on a des personnes qui créent leur compte sur les réseaux sociaux dans l'espoir de recevoir des livres gratuits. Et de l'autre, on a les maisons d'édition qui ont un objectif de vente, qui sont des entreprises, et qui globalement n'envoient pas des livres à n'importe qui. Beaucoup de maisons d'édition demandent à avoir un minimum d'abonnés, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Quand on candidate à des programmes de partenariat, on doit indiquer nos comptes de réseaux sociaux, le nombre d'abonnés au moment où on candidate, notre contenu principal, etc., etc. Mais alors, pourquoi est-ce que les maisons d'édition demandent un minimum d'abonnés? Simplement parce que leur but, c'est pas d'offrir des livres à des lecteurs fidèles. Leur but, c'est de vendre leur prochaine sortie. Donc grosso modo, une maison d'édition n'a pas grand intérêt à envoyer son livre gratuitement à Louise qui vient d'ouvrir son compte Bookstagram qui est suivi par 10 followers. C'est logique, c'est du marketing. Les booktokers et les bookstagrammeurs ne sont pas là simplement pour donner du contenu aux lecteurs et lectrices, ils sont aussi là pour servir de panneaux publicitaires au même titre que des influenceurs peuvent collaborer avec des marques de maquillage, de mode ou de voyage. Les booktokers, c'est des influenceurs du side littéraire. Et on ne devient pas influenceur en créant simplement son compte sur les réseaux sociaux. En plus, j'ajouterai à ça que lorsqu'on reçoit un service de presse, on est censé le déclarer, donc on paye des impôts dessus. Mais ça encore, faudrait-il le déclarer pour en payer? Et on sait que beaucoup de personnes ne déclarent pas les services de presse. Tout simplement parce que ça devient plus rentable pour eux de les déclarer. Et de toute manière, pour l'instant, il n'y a pas encore une législation qui permet d'aller vérifier que ce livre a été offert ou non. En bref, le service de presse, c'est un outil promotionnel. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait à un lecteur ou une lectrice fidèle.
Les cadeaux que l'on fait à des lecteurs ou des lectrices fidèles, ce sont des concours. Voilà, c'est pour ça que les maisons d'édition organisent des concours sur Instagram, parce que là, dans ce cadre-là, ils peuvent faire gagner n'importe qui, ils s'en fichent, c'est de toute manière prévu dans la campagne marketing qui vise à faire connaître le livre. Alors même s'il y a énormément d'autres critères qui entrent en compte en plus du nombre d'abonnés, comme le taux d'engagement, etc., mais ça, ce sont des choses qui sont un petit peu plus liées à la création de contenu, donc je vous emmerde pas avec ça. Le fait est, si tu viens de créer ton compte Instagram ou ton compte TikTok et que tu t'attends à avoir plein de services presse, sache que ce sera pas le cas. Voilà. Ça, c'était pour la petite mise au point au niveau des services de presse. Maintenant, parlons très vite fait du drama sur les éditions Charleston qui ont mis des conditions pour leurs services de partenariat absolument abusives. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais quand on envoie un service de presse, on n'a pas le droit d'exiger de contrepartie. Parce que si on exige des contreparties, on demande un travail, et ce travail, du coup, est considéré comme dissimulé à partir du moment où il n'est pas rémunéré et pas déclaré. Et Charleston a tout simplement annoncé les conditions de partenariat pour l'année à venir, et ces conditions n'ont pas fait l'unanimité. Entre 2 et 3 semaines pour lire le bouquin en format digital, faire une chronique le jour de la sortie, etc., etc. Bref, entre les délais pour lire le bouquin qui sont franchement assez courts, quand on voit que certaines personnes n'arrivent pas à lire un livre par mois, on peut pas leur demander d'en lire un en 2 semaines, c'est impossible. Mais en plus, le fait qu'on doit forcément faire une chronique, même si on n'a pas aimé, un petit peu abusé. En bref, les éditions Charleston ont joué avec le fil qu'il ne fallait pas tirer à ce moment-là, puisque beaucoup de personnes se sont insurgées, et ça ne m'étonnerait pas de les voir revenir sur leurs paroles d'ici quelques jours. Au moment où je tourne ce podcast, on est fin août, donc peut-être qu'ils sont déjà revenus sur leurs paroles et que j'en ai juste pas entendu parler, mais même s'ils sont pas encore revenus dessus, je pense très sincèrement que ça ne tardera pas. Bref, passons maintenant à la deuxième polémique. M'excusez, je me mets à l'aise. Passons maintenant à la seconde polémique qui concerne les booktokers qui deviennent auteurs. Alors cette polémique, elle a notamment éclaté lorsque Victoire Six, donc nous les lecteurs, sur Instagram et sur TikTok, a annoncé qu'elle avait écrit son roman et qu'elle se faisait éditer. Pour ceux qui connaisseraient pas Nous les lecteurs, c'est une personne qui était très connue sur Instagram et sur TikTok au moment où elle faisait partie du coup du BookTok et du Bookstagram. Pendant un temps, elle a arrêté de faire son contenu et maintenant elle est revenue avec un petit peu plus cette casquette d'autrice puisque elle a écrit un manuscrit qui s'appelle Elysium House et qui sera du coup bientôt publié. Et en gros, le fait qu'elle ait réussi à écrire un bouquin en assez peu de temps et notamment à décrocher le contrat d'édition en assez peu de temps, ça a fait quand même jaser pas mal de personnes assez jalouses. Et ça a également fait écho à d'autres polémiques qu'on a vues, notamment celle autour de Paula avec son livre Blindly, ou encore Lisa Blossom avec Earth Campus. Bref, beaucoup de booktokers et de créateurs littéraires signent des contrats en maison d'édition plus vite que des véritables auteurs, ou tout du moins des personnes qui ne font qu'écrire, et ça fait se poser des questions sur leur légitimité. Mais alors, est-ce qu'on peut réellement juger la qualité d'un livre au contenu que crée une personne sur le BookTok ou le Bookstagram ? Non. En revanche, on peut faire le raccourci de se dire que si c'est un influenceur, c'est pas son métier d'écrire, donc le livre sera forcément nul. Et c'est le raccourci qui a été fait par énormément de gens. Sauf que grande nouvelle, il n'y a pas de lien de causalité. C'est pas parce qu'on crée du contenu en ligne qu'on n'est pas forcément doué pour écrire. Voire même ce serait assez illogique de penser comme ça, puisque quand on crée du contenu, on écrit des scripts, donc quelque part on a des notions en écriture. Maintenant, est-ce que forcément parce qu'on crée du contenu, notre livre sera bon ? Non, mais de la même manière que c'est pas parce qu'on est auteur qu'un livre est forcément bon. Hein. Le fait d'être auteur, c'est le fait de créer régulièrement. C'est pas forcément le fait d'être doué dans ce qu'on fait. En bref, c'est pas parce qu'un booktoker sort son livre qu'il sera forcément mauvais. En revanche, un argument qui est avéré et qui de toute manière tombe un peu sous le sens, c'est le fait que, oui, les personnes qui sont contenues sur BookTok ou Bookstagram sont plus facilement éditables, entre guillemets. Parce qu'ils ont déjà une communauté, parce qu'il y a déjà des gens qui sont prêts à acheter le produit qu'ils vont vendre. Donc c'est une certaine assurance pour la maison d'édition qui est à peu près sûre de faire des ventes de par la popularité de la personne. Mais évidemment, c'est une réalité qui ne plaît pas à tout le monde et qui du coup fait énormément débat et qui attise certaines haines. Avant de conclure avec cette polémique qui pour moi, vous l'aurez compris, est assez illogique puisqu'on crée un lien de causalité entre le fait de créer du contenu et écrire un livre et la qualité du livre. Bref, pour moi ça n'a pas trop de sens. J'aimerais quand même faire une petite aparté pour toutes les personnes qui auraient pu se sentir un petit peu menacées par ces booktokers qui écrivent leurs livres et qui les publient et qui décrochent des contrats en maison d'édition. Déjà, il faut savoir qu'en France, il y a environ 30 000 contrats d'édition qui sont signés par an. Voilà. Et ensuite, deuxième chose à savoir, une maison d'édition, elle va avoir un certain budget pour éditer des livres à l'année, mais ces livres-là ne vont pas tous être de petits auteurs. En fait, il va même y avoir beaucoup d'auteurs qui vont rester dans les mêmes maisons d'édition puisqu'on sait qu'ils vont rapporter du chiffre. Typiquement, Morgane Moncomble avec Hugo Publishing. Bon voilà, c'est une histoire d'amour, ils sont toujours ensemble et Hugo Publishing est sûr de vendre ses livres à chaque fois qu'elle va en écrire un et qu'elle va en sortir un nouveau. Mais du coup, ça c'est une rentrée d'argent qui est sûre pour la maison d'édition. Donc c'est un petit peu une sorte d'assurance. Et c'est cette même assurance, le fait de savoir qu'il y a des auteurs qui de toute manière vendront leurs livres, qui permet à des maisons d'édition de miser sur des plus petits auteurs qui ne sont pas encore connus du grand public. En bref,
Les grands auteurs servent à financer les petits auteurs. Donc quand vous critiquez un booktoker parce que il a écrit son propre livre et que du coup il a signé un contrat en maison d'édition, machin, etc., sachez que ce booktoker a potentiellement financé un ou deux auteurs derrière puisqu'il a vendu son livre de toute manière. Ça, c'était ma petite aparté et maintenant on passe au troisième et dernier sujet, la polémique sur les romances nazies. Et oh mon dieu, pour celle-ci je me redresse. Commençons par la base des bases et un petit contexte. Cet été, les éditions Salobo ont annoncé la sortie d'un livre, L'hiver nous emportera, qui traite d'une romance entre un soldat SS nazi et une Française lors de l'occupation allemande. Le livre était marketé comme une mignonne petite romance avec un amour impossible en temps de guerre. Évidemment, c'est très problématique. Alors entre la couverture qui était toute mignonne avec des petits flocons de neige et le résumé où on incluait le mot SS à l'origine, puisqu'il sera retiré par après, les gens se sont insurgés, et à juste titre, de cette romantisation de la guerre et aussi de l'idéologie nazie. Mais attendez, parce que ce n'est pas tout. Un petit peu plus tard, on a eu l'annonce de la maison d'édition Homo Romance, une maison d'édition spécialisée dans les livres avec des romances queer, donc des romances lesbiennes, gays, etc., etc., qui nous annonçait la sortie d'un livre nommé La femme en rouge sur une détenue juive et la femme d'un soldat nazi. Est-ce que c'est à ce moment-là que je dois rappeler que l'idéologie nazie était profondément homophobe, en plus d'être antisémite ? Bref, vous l'aurez compris, ça a fait beaucoup parler, et autant vous dire que je n'approuve pas ce genre de récit. Voilà, je pense que devrait quand même y avoir un certain contrôle sur ce qui se diffuse en France, et je pense que typiquement, ce genre d'ouvrage pourrait être censuré. Franchement, ça pourrait être censuré, ça ne me choquerait pas, et je ne me sentirais pas vexée du fait que une romance entre nazi-SS ou nazi-juive soit complètement censurée. Voilà, je suis désolée, ça ne me choquerait pas tant que ça. Pourquoi ? Pour plusieurs choses, parce que j'ai quand même quelques petits arguments, vous me prenez sûrement pour une hystérique à ce moment-ci. Le premier, c'est que c'est pas marketé comme un roman historique. C'est-à-dire qu'il y a des romans historiques qui parlent de certaines relations qui pouvaient émerger dans le cadre de la guerre. Évidemment, de 39 à 45, les gens n'ont pas arrêté de tomber amoureux subitement à cause du moral en baisse, même si ça a quand même pas aidé. Il y a eu effectivement des relations qui sont développées, que ce soit des relations entre juifs, entre nazis, et parfois, mais plus rarement, des relations entre les deux camps opposés. Oui, les gens sont tombés amoureux pendant la guerre, évidemment. Mais pour autant, en fait, ce qui pose aussi un petit peu problème avec ces sorties-là, c'est la manière dont elles sont marketées. Ce ne sont pas des romans historiques, ce sont des romances. Et comme on l'a vu dans les épisodes précédents, les romances traitent du coup d'une histoire d'amour avec un happy end, avec un petit peu une sorte d'environnement, entre guillemets, en général romantisé pour être un petit peu plus désirable que ce qu'il ne l'est en réalité. C'est d'ailleurs cette même romantisation du cadre qui peut poser problème avec les dark romances. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Donc ce qui a posé problème, c'était la manière dont c'était marketé, le fait que le sujet soit franchement amené au mauvais moment vu la montée en puissance de l'extrême droite dans les différents gouvernements autour du monde. Et du coup, ce n'est tout simplement pas passé auprès du lectorat, et je suis franchement heureuse de voir qu'Internet peut quand même faire en sorte de s'allier contre un seul et même ennemi, parce que clairement là, c'était pas envisageable. Je vous passerai volontiers les tentatives des maisons d'édition pour tenter de sauver les meubles, donc Salombo édition qui va notamment retirer le terme SS de son résumé sans pour autant annuler la sortie. Homo Romance qui va se défendre en disant que c'est une romance qui est passée par le comité de lecture alors que littéralement la directrice de la maison d'édition elle-même est l'autrice. C'est bizarre. Oh mon dieu! Mais il y a surtout un point dans cette polémique qui, moi, m'a fait un petit peu tiquer, c'est le fait que beaucoup de personnes disaient qu'il ne fallait pas parler de ces livres pour éviter de leur donner de la pub. Et là-dessus, je suis pas d'accord. En fait, l'argumentaire qui a un petit peu divisé les personnes qui s'opposaient à ces sorties, c'était ceux des personnes qui disaient qu'il fallait sensibiliser à ce genre de sortie pour dire qu'elles n'étaient pas normales, et les autres personnes qui disaient qu'il ne fallait surtout pas évoquer ce genre de sortie pour tout simplement éviter de donner de la bonne pub à cette maison d'édition. Et là, vous l'aurez compris, je me range du côté des personnes qui disent qu'il faut sensibiliser, il faut en parler, il faut dénoncer. Le problème, c'est que si on ne parle pas de ce genre de sorties qui peuvent être concrètement dangereuses sociétalement pour l'idéologie qu'elles peuvent véhiculer et également pour le fait qu'elles ouvrent un petit peu plus notre fenêtre d'Overton, et là je m'arrête une demi-seconde pour vous faire un bref cours de sociologie sur ce qu'est la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est un cadre sociétal admis par tout le monde sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et en bref,
quand on fait des choses qui choquent, on est au-delà de cette fenêtre d'Overton. Donc ces livres-ci sont au-delà de la fenêtre d'Overton. Mais le souci, c'est qu'en les laissant exister au-delà de cette fenêtre, en fait, on agrandit petit à petit en se disant, bon, bah finalement, c'est pas si grave. C'est la fenêtre d'Overton qui est notamment utilisée par les politiciens comme Donald Trump pour tout simplement nous faire accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées de base. Le fait d'envoyer des fake news, de faire des déclarations chocs, etc., c'est des choses qui nous désensibilisent et qui permettent ensuite de faire passer d'autres déclarations beaucoup plus simplement que s'il n'y avait pas eu cette préparation mentale à la base. Bref, voilà pour la petite parenthèse sociologique. Je reprends. Donc, le fait de ne pas parler de ce genre de sorties, de ne pas les dénoncer, en fait, c'est tout simplement les accepter. Aujourd'hui, on est dans un monde où si on ne dénonce pas quelque chose, on est témoin, on est complice, donc on l'accepte. Donc, pour moi, ce genre de sortie, c'est clairement le genre de choses qu'il faut dénoncer, qu'il faut pointer du doigt et qu'il faut dire ça, c'est pas normal. Ça va au-delà de la limite du monde qu'on a envie de créer. Ça va au-delà de la liberté qu'on peut accepter. Et encore une fois, le problème, c'est pas tant la relation entre les personnages. C'est-à-dire que si demain, une personne qui s'y connaît réellement sur le contexte historique, etc., écrit une romance où elle dépeint l'histoire d'une juive qui serait tombée amoureuse d'un commandant nazi, dans le cadre d'un roman historique, donc sans romantiser les horreurs qu'ils pouvaient subir, sans romantiser la psychologie aussi de la personne enrôlée, puisque les nazis étaient triés sur le volet pour leur idéologie, pour la manière dont ils réfléchissaient, pour leurs idées, à ce moment-là, oui, peut-être qu'il y aurait un sujet à aborder, mais pas dans les conditions d'une romance marketée comme un amour impossible. On n'est pas sur Roméo et Juliette, on est sur la guerre, un phénomène qui a tué des millions de gens. Donc vous l'aurez compris, pour moi cette polémique déjà était clairement nécessaire et c'est dans ces cadres-là où je suis quand même heureuse de voir que on a quand même un certain sens de la sensibilité qui est le même pour la plupart d'entre nous. Mais en revanche, je ne suis pas d'accord quand il s'agit de dire que parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas dans le monde de demain, on ne doit pas en parler. Justement, on doit en parler pour dire ça, je ne le veux pas. Tout comme on parle notamment de l'homophobie, on parle de la transphobie, etc. Tout comme on dénonce ce genre d'actes, on ne peut pas les invisibiliser, on ne peut pas passer outre. On doit justement créer ce sentiment de honte chez les personnes qui ont ces idées-là, chez les maisons d'édition qui décident de publier ces livres-ci, pour faire en sorte que la fenêtre d'Overton soit suffisamment restreinte pour que ce ne soit plus accepté par la majorité, et donc pour que ce ne soit plus la norme, et donc pour que ce soit carrément quelque chose que l'on renie. Voilà, c'était ma thèse sur le sujet. J'attends encore une fois votre avis en commentaire sur ces différentes polémiques. S'il y en a une qui vous a plus intéressé que l'autre, n'hésitez pas aussi à me le dire. J'espère en tout cas que cet épisode de podcast vous aura plu. Si vous me regardez depuis YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me montrer tout simplement que ça vous plaît. Et si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast, ça fait toujours très plaisir. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. On se retrouve dans le prochain épisode la semaine prochaine. Et sur ce, bye!